C'est maman qui nous a conduits, Bubby et moi, à l'école pour notre premier jour. Dans notre ancienne école, nous avions déjà suivi le cours depuis le mois de septembre. C'était la deuxième année élémentaire pour mon frère, et pour moi c'était la dernière. En changeant de quartier, nous devions aussi changer de milieu social. Avant, nous avions eu des voisins du même milieu que papa, des fonctionnaires comme lui, qui étaient météorologistes à l'observatoire. Maintenant, j'allais me trouver parmi des enfants de médecins, d'avocats et d'hommes d'affaires. Notre maison se situait tout juste de l'autre côté du Vane Street, le mauvais côté, ou plutôt ce que des gens qui n'y habitaient pas qualifieraient de côté pas tout à fait bien. Pourtant, notre maison était comprise à l'intérieur de la même circonscription scolaire que les belles demeures du bon côté de Vane Street. Une simple rue, quelques mètres. Telle était la ligne de démarcation. Frontière invisible dont il n'était jamais question chez nous. À l'ancienne école, avec des enfants de fonctionnaires et de travailleurs, tout avait plus ou moins bien marché. Quoique un peu solitaire, je m'étais assez bien entendu avec les autres élèves. Je n'avais été ni adulé ni brimé. Bien sûr, ma cicatrice avait provoqué parfois quelques curiosités chez mes copains. Mais je croyais être sincère si je dis que dans cette curiosité, je n'avais jamais discerné de cruauté. J'avais été habitué par conséquent à une existence un peu monotone, quotidienne, mais point malheureuse. Pas un instant je n'imaginais qu'autre chose pût m'attendre à la nouvelle école. Je fus déçu cependant en montant l'escalier avec maman et Bubby de voir que la rampe, à intervalles réguliers, était coupée par des coins métalliques, visiblement destinés à empêcher toute glissade. J'y trouvais peu accueillante aussi l'odeur âcre, mêlée d'encaustique et de désinfectant, qu'exhalait la moindre recoin d'édifice. Miss Martel, institutrice à la Mary Knowles Murphy Elementary School, était une femme d'une quarantaine d'années, grassouillette et sans énergie. Elle avait la voix un peu éteinte, les cheveux blonds et fanés comme une vieille perruque, ce qui n'était pourtant pas le cas. C'était sans doute à l'usure de l'enseignement que la voix devait avoir perdu un peu de son timbre, et les cheveux de leur couleur. Mais une monnaie s'use davantage quand la frappe est faible. C'était un peu le défaut de Miss Martel. Maman, croyant qu'elle aurait plus loin à dire à l'institutrice de Bubby, me quitta très vite et l'emmena. Comme je me sentais seul et de nouveau dans cette salle, j'évitais de regarder les quelques élèves qui, près de l'armoire à vêtements, attendaient la sonnerie. Miss Martel tira de son bureau un grand morceau de carton blanc quadrillé. Chaque case, soigneusement numérotée, désignait un pupitre. Elle m'assigna un numéro et me montra aimablement ma place. Je commençai aussitôt à m'installer à mon nouveau pupitre, rangeant amoureusement dans le rayonnage, placé sous l'écritoire ma boîte de couleurs, mon cahier tout récemment rempli de papier blanc, et d'autres affaires, y compris un vieux pétard que je gardais, bien qu'il fût éteint, à cause de son agréable odeur de poudre de fusil. La sonnerie électrique se déclencha enfin, et me remplit à la fois de joie et d'appréhension. J'entends encore cette sonnerie morne, un peu militaire. Très vite, garçons et filles, émitouflés, un peu trop bien habillés même, inondèrent l'entrée, accrochèrent leurs manteaux, moufles et écharpes dans l'armoire et prirent place. D'abord, Miss Martel nous fit lever tous simultanément. Puis elle sortit un diapason minuscule, nous souffla le la et dirigea une petite chanson, Bonjour, qui selon elle devait faire merveille pour nous mettre de bonne humeur, et pour bien commencer la journée, disait-elle. Dès que tout le monde fut bien assis, Miss Martel, croyant bien faire, me dit gentiment d'aller devant la classe afin de me présenter. De sa voix éteinte mais sur un ton très sociable, car il fallait dans cette école apprendre à être sociable, elle articula. Mes enfants, je vous présente un nouvel élève que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous. Je veux que vous soyez gentils avec lui. Il s'appelle... Jamais elle ne put terminer. Une tonne de rire. Pareil à une épidémie se répandait dans toute la classe. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Tantôt je les mettais dans mes poches, tantôt derrière mon dos. J'examinais mes vêtements, mais je n'y trouvais rien de bizarre. Sur ma figure, je sentais une expression mal définie, qui hésitait entre l'indifférence affectée et le sourire gêné.
Puis, reprenant soudain conscience du pli oblique qui barrait ma lèvre, j'optai pour l'indifférence. Je devais avoir l'air d'un personnage de vaudeville, à la fois triste et ridicule. Moi aussi je ressentais la démangeaison du rire, mais l'envie de pleurer était plus forte, car ce qui dominait dans cette gaieté, ce n'était pas la gentillesse. Pourtant, je ne ris ni ne pleurais. Quand la contagion s'apprêtait d'un côté à s'éteindre, elle renaissait de l'autre. Afin d'éviter les grimaces des élèves, mes yeux s'affolaient, cherchaient un objet sur quoi me poser. Ils s'arrêtèrent momentanément sur la corbeille de papier, grosse et vide, puis se fixèrent enfin, au mur, sur le taille-crayon dont le gros ventre en celluloïd transparent s'arrondissait des miettes innombrables de crayon. Mais la contemplation de cette chose, avec sa manivelle immobile, ne faisait qu'accentuer mon impression d'isolement. Étais-je d'une nature à souffrir quoi qu'il arrivât? Étais-je un enfant anxieux et tourmenté outre mesure? Je ne le crois pas. La voix enrouée, toussante de Miss Martel se fit entendre. « Allons, allons, taisez-vous! Vous êtes très mal élevé. Mais taisez-vous! Vous n'êtes vraiment pas gentil. » Les rires diminuèrent enfin, plus par lassitude que par obéissance. Heureuse dispense pour ceux qui la reçoivent, même la cruauté se lasse. Sur la quarantaine d'élèves que contenait la classe, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas ri, dont une fille légèrement bossue, et aussi Willy. J'avais à peine remarqué, parmi ceux qui évitaient de faire le courru, un certain garçon blond, long et mince, avec de grandes oreilles décollées. C'était Willy. Sur le moment, je lui avais prêté peu d'attention, mais depuis, à force de mémoire, j'ai réussi à retrouver son image de ce jour-là. À la sortie de l'école, je reconnus Bubby à son petit bonnet de cuir marron doublé de fourrure. Il n'avait pourtant pas eu de classe cet après-midi. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'attendais? Tu n'es pas revenu spécialement pour me chercher ?» Il levait les yeux vers moi, guettant dans les miens quelques indications de l'expression à me prendre, de la réponse que je désirais entendre. Ses mains, entraînées presque par le poids de mes moufles, trop grosses qui lui avaient été léguées, cherchaient à s'exprimer. « Oui, » dit-il enfin, risquant une punition sévère de ses parents qui ne lui permettait pas trop de s'éloigner de la maison. Il avait su retrouver son chemin jusqu'à l'école pour me raccompagner, seulement pour me voir. Il était de tels moments où les êtres n'ont pas besoin de paroles. Et Bubby était bien incapable de les trouver. Nous rentrâmes donc côte à côte dans la neige. Pas un mot ne fut prononcé. Mais de temps en temps, il me souriait, cherchait dans mes yeux je ne sais quelle approbation, quelle sympathie. Pour moi, ce regard compensait toutes les moqueries de la classe. Mieux que cela, les rachetait, les effaçait. Ce moment où nos pas s'étouffaient dans la neige, où le crépuscule prématuré de décembre atténuait déjà l'aveuglante blancheur du paysage, ce moment demeure pour moi le symbole de ce qu'aurait pu devenir notre affection. Nous étions convenus, Bubby et moi, pour le couvrir, de dire à nos parents que je l'avais trouvé non loin de la maison. Juste avant d'ouvrir la porte d'entrée, il leva ses deux moufles énormes et répéta encore. « Elles étaient à toi, tu sais, ces moufles. » Pendant le dîner, maman m'interrogea. « Je t'ai déjà demandé plusieurs fois comment ça avait marché l'école ce premier jour, mais tu ne me réponds pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Je demeurai silencieux. « Allons, raconte, enchaîna enfin papa, qui avait souvent besoin de l'intuition de maman pour s'apercevoir des sentiments ou des chagrins des autres. Papa et moi, nous t'écoutons. Raconte donc, insistait maman, posant sa fourchette. Nous sommes là pour ça. Alors je racontai la scène. Ces quelques instants qui m'avaient semblé si longs, pendant lesquels d'un air emprunté j'avais entendu, planté devant une classe convulsée d'hilarité. « C'est tout ?» demanda-t-elle, affectant pour me rassurer d'y attacher très peu d'importance. « Mais ça peut arriver à n'importe qui, voyons. Les enfants sont souvent bêtes comme ça, mais ils ne le font pas exprès. Ils ne savent pas. Demain ils auront déjà tout oublié. Et puis, es-tu bien sûr, interrompit mon père, que tu ne les as pas un peu provoqués ?» C'était bien là une attitude à lui. Souvent papa disait qu'en toute chose il fallait commencer par s'examiner soi-même. « Ce n'est rien, insistait maman. Des choses pareilles me sont arrivées à moi aussi. »« Pas à moi, » dit Bubby en faisant écho. Des quelques paroles échangées à table ce soir-là, j'ai surtout retenu, et retiendrai toujours, celle de maman.
Nous t'écoutons, nous sommes toujours là pour ça. Ainsi, quoi qu'il m'arrivât, il me resterait toujours ce foyer, ce refuge. La cuisine était pour moi une sorte de confessionnal. Quand j'y allais, souvent c'était pour une consultation ou pour un aveu. Ainsi, pendant que j'aidais maman à essuyer la vaisselle, corvée dont il m'arrivait de me plaindre, mais que j'aurais bien regretté si on me l'avait ôtée, je lui livrais le fond de mon cœur. Même quand papa montrait de l'impatience et préférait son journal ou la radio à mes confidences, maman écoutait toujours inlassablement. À cette époque, je n'en étais pas encore au mensonge. Je pouvais leur dire ce qu'il me passait par la tête, vider mes chagrins. Je pouvais tout leur dire. Un grand privilège. Rares sont les êtres à qui on peut tout dire. Lorsqu'on n'a plus personne pour cela, alors on est affreusement seul. Raconte, mon garçon. Nous t'écoutons. Nous sommes là pour ça. Encore faut-il pouvoir.